Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît et que mes vidéos te plaisent et que cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well, you guys know. Thank you, thank you, thank you. Et merci de faire partir de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'assassinat d'une journaliste de BBC. Oui, de BBC. Nous allons donc parler du décès de Jill Dando. Alors, Jill Dando est née le 9 novembre 1961 à Somerset, en Angleterre, et elle était la fille de Jack Dando et Winifred O'Kane. Jill a un frère qui lui aussi était journaliste pour BBC et qui est aujourd'hui à la retraite. Donc vous l'aurez compris, dans la famille Dando, le journalisme, ça coule dans les veines, c'est une histoire de famille. Donc déjà, quelques années après sa naissance, Jill va très vite connaître ses premiers péripéties de la vie. Il s'agit du fait que à ses 3 ans, on lui ait découvert par exemple un trou dans le cœur et un artère pulmonaire bouchée en quelque sorte. Mais elle a été opérée assez rapidement et s'en est très vite remis. Alors Jill a fait ses études, c'était une très bonne élève en quelque sorte. Et arrivée en terminale, elle obtient son baccalauréat sans difficulté et entame donc les études de ses rêves, le journalisme. Elle est acceptée en effet dans l'université de Cardiff où elle fait ses études et obtient son diplôme haut les mains. Alors son premier boulot après l'obtention de son diplôme de journalisme fut dans un journal local qui était tenu dont le propriétaire en quelque sorte était un ami de son père, et elle va y travailler pendant environ 5 ans jusqu'à l'obtention de son vrai boulot, du boulot de ses rêves en quelque sorte. Donc je parle bien de son boulot chez BBC. Boulot qui a débuté après qu'elle ait été embauchée en 1985. Alors Jill débute très vite en tant que présentatrice lambda et gravit très vite les échelons parce que oui, le talent il était là, oui, le savoir-faire, tu sentais que c'était totalement naturel chez elle et elle gravit très vite les échelons au point où au bout de quelques temps, elle a fini en quelque sorte par diriger, par tenir en quelque sorte ses propres programmes, c'est des trucs que elle-même elle voulait faire, que elle-même elle dirigeait en quelque sorte. Et parmi tous ces programmes, l'un d'eux était basé sur des affaires criminelles. Alors, il s'agit tout simplement d'un programme comme Faites entrer l'accusé par exemple, et ce programme faisait en quelque sorte des reconstitutions de crimes qu'il racontait au grand public. Alors niveau sentimental, au tout début de sa carrière, Jill a eu une aventure avec l'un de ses collègues de BBC. Quand j'ai une aventure, c'était une relation qui n'a pas vraiment duré. Puis, juste après ça, elle a eu une autre relation qui n'a également pas duré, mais celle-ci était en dehors de son boulot. Donc, après ces 2 échecs, Jill s'est dit, bon, je vais me focaliser sur mon boulot et après on verra. Et plus elle s'est focalisée sur son boulot, plus elle avait du succès et moins elle se préoccupait en quelque sorte de cette fameuse vie privée. Alors Jill se concentre sur sa carrière jusqu'en 1989 où elle fait la connaissance de Alan Farthing au cours d'un blind date. Et donc si vous vous demandez qui est Alan Farthing, il s'agit tout simplement d'un gynécologue, un monsieur qui était à l'époque en pleine séparation. Donc évidemment les deux ont eu le coup de foudre et ils entament très vite une relation qui fonctionne très bien jusqu'à ce que Alan finisse par divorcer officiellement, c'est-à-dire que son divorce soit finalisé. Peu de temps après ça, il demande Jill en mariage et les deux annonceront la bonne nouvelle au monde entier le 31 janvier 1990.
1999. Et ils prévoient très vite du coup leur mariage pour le 25 septembre de la même année. Alors cette histoire nous emmène au 26 avril 1999. Ce matin-là, Jill part de chez son fiancé Alan Ferting et elle arrive à son domicile à elle. Si vous vous demandez pourquoi ils vivaient séparément, en fait, ils ne vivaient plus officiellement séparément. La maison de Jill était en train d'être mise en vente, c'est-à-dire que bon, elle commençait à déménager ses affaires pour officiellement mettre sa maison en vente. Donc, elle est partie de chez Alan pour passer chez elle, récupérer quelques affaires avant de se rendre au boulot. Donc, Jill arrive chez elle à 11h32 et au moment d'ouvrir la porte, Jill s'est tout simplement fait tirer dessus à bout portant avec un 9 mm. Elle s'est donc fait tirer une balle dans la tête. Alors, ses voisins raconteront qu'ils l'ont entendu crier, mais que eux, ils pensaient tout simplement que c'était le cri d'une personne à qui on venait de faire une surprise et qu'ils n'ont absolument pas entendu de coup de feu, rien du tout. Et vu qu'elle s'est fait tirer dessus avec un 9 mm, et sachant que des 9 mm version silencieuse existent, ça ne me choque pas du tout. Alors malgré sa blessure à la tête, Jill n'est pas décédée tout de suite, pardon. Elle a été découverte en pleine agonie par l'une de ses voisines à 11h47. Et la police et les ambulanciers ont très vite été contactés. Donc ils ont emmené Jill à l'hôpital pour essayer de lui sauver la vie. Mais ils n'ont tout simplement pas pu lui sauver la vie. Elle a été prononcée morte à 13h03 précisément ce jour-là. Alors une enquête va très vite débuter, hein, comme dans toutes les affaires criminelles. Et cette enquête, dès le début, va apporter de la lumière sur le contexte dans lequel Jill a été assassinée. C'est-à-dire qu'ils vont expliquer en fait le déroulé de l'histoire à travers les indices qu'ils ont pu récolter sur la scène de crime. Donc ils vont émettre l'hypothèse que au moment où Jill met la clé dans la serrure pour ouvrir la porte, quelqu'un lui a tapoté dans le dos et cette personne lui pointait déjà l'arme dessus. Donc quand elle s'est retournée, c'est ce qui a fait qu'elle a crié en quelque sorte, parce que tu te retournes, tu vois une arme, tu t'y attends pas. Donc c'est ce qui a fait qu'elle a crié. Ensuite, cet individu lui a demandé de se mettre à genoux avant de lui demander de mettre sa tête contre le sol, a rapproché son arme à feu de sa tête et lui a tiré dessus avant de s'en aller tranquillement, comme si de rien n'était, sans même se faire remarquer par qui que ce soit. Tu sens que c'est du boulot de professionnel, quoi. Donc vu la reconstitution, on se dit que bon, ils vont très vite trouver des indices, boucler l'affaire, etc., etc. Bah non, pas du tout. Alors là, si vous pensiez que là vous vous gourrez totalement. Au bout de 6 mois dans cette enquête, la police va affirmer qu'ils n'ont rien du tout, hein, qu'ils ont interrogé environ 2500 personnes. Oui, oui, vous avez bien entendu. Quand j'ai appris ce chiffre, j'étais en mode what the hell? 2500 personnes. Et ils ont eu 1000 témoignages en quelque sorte. 1000 témoignages. Et au bout de tout ça, rien. Nothing. Nada. Waouh. Le truc, c'est qu'à un moment donné, ils vont tomber sur une piste qui était pour eux en quelque sorte le jackpot, parce que sur cette affaire, ils avaient tout simplement la pression du public et ils avaient aussi la pression de la presse. Donc ils se disent, on doit très vite boucler ce truc, on doit très vite machin truc. Donc quand ils vont tomber sur cette piste, ils se sont dit, oh my god, that's what we've been waiting for. Like, wow. Donc ils vont se focaliser dessus et moi je trouve que c'est très dangereux de se focaliser sur une seule piste. Enfin, c'est le b.a.-ba en fait d'une enquête, c'est le b.a.-ba de la police. Tu ne peux pas te focaliser sur une seule piste dans une enquête policière. C'est très dangereux, surtout si tu pars sur la base d'une intuition, tu n'as pas vraiment de preuves. Enfin, t'es pas Sherlock Holmes en fait. Et Holmes, jusqu'à preuve du contraire, c'était de la fiction, mon gars. Donc, si vous vous demandiez quelle est cette piste, il s'agit tout simplement de plusieurs mots qui ont été laissés à Jill, que Jill a... Je sais pas pourquoi elle les a collectés, peut-être qu'elle les posait tout simplement là, en mode... voilà. Et il s'agissait en fait de mots qui lui ont été déposés par quelqu'un qu'on traduirait un peu d'obsédé par Jill. Et cette personne, jackpot encore, habitait vraiment très proche en fait de la maison de Jill, d'où le fait que les policiers se soient dit jackpot,
oh my god. Cette personne, il s'agit tout simplement de Barry George. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, on était déjà en avril 2000, pratiquement un an après le décès de Jill. Donc pour la police, pour eux, Barry était tout simplement le coupable idéal. Pourquoi? Parce que Barry était déjà connu par les services de justice en quelque sorte, les services de la police, comme étant un stalker ou comme étant quelqu'un qui avait déjà commis des infractions sexuelles. Donc évidemment, obsession, crime, c'est Barry. Donc vu qu'ils n'avaient pas vraiment de preuves contre Barry, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis Barry sous surveillance. Et à un moment donné, ils vont trouver la fameuse preuve qui va leur permettre de perquisitionner le domicile de Barry, qui était tout simplement un relevé en quelque sorte, qui prouvait que juste après le crime, Barry avait pris un taxi pas loin de la scène du crime. Enfin, je trouve ça assez mince en fait comme preuve, mais le juge s'est basé là-dessus pour leur délivrer un mandat de perquisition. Alors, au cours de la perquisition du domicile de Barry, les policiers vont tomber sur des photos de Jill qui ont été coupées dans des magazines, voilà, que Barry possédait. Ils ont retrouvé des photos qu'il avait prises de jeunes femmes qu'il stalkait. Ils avaient aussi retrouvé des cartes des rues qui entouraient sa maison ou sur lesquelles il avait marqué des trucs. Donc je me demande pourquoi tu as besoin des cartes en fait de ton quartier, tu sais pas où tu habites, et du coup personnellement je me dis tout simplement que c'était pour soit marquer les habitudes des personnes qu'il stalkait, soit marquer le domicile des jeunes femmes qu'il stalkait, mais en tout cas c'est très creepy. Les policiers vont aussi tomber sur un attirail d'armes, vraiment d'armes de tout genre, et ils vont aussi tomber sur la veste qu'il porté le jour du décès de Jill, veste que beaucoup de témoins l'ont vu porter le jour où Jill est décédée. Donc après ça, ils se sont dit, bon, preuve irréfutable, il portait la veste, il a pris un taxi pas loin, hop, c'est lui, il a été immédiatement arrêté. Donc après son arrestation, il est mis en garde à vue et pendant sa garde à vue, ils vont effectuer plein d'analyses. C'était, voilà, on veut prouver que soit c'est lui, soit c'est pas lui. Et au moment où il faisait des analyses sur la veste qu'il portait, ils vont découvrir des particules sur la veste, particules qu'ils avaient aussi retrouvées sur la scène du crime. Donc là, ils se sont dit, coïncidence, trop coïncident pour nous. Donc forcément, c'est lui le meurtrier. Bingo. Donc même si l'arme du crime n'a pas été retrouvée chez lui et que la seule preuve c'est cette fameuse particule qu'ils ont retrouvée sur sa veste, c'est même pas en fait de la poudre en fait qu'ils ont retrouvée sur sa veste, non, une particule. Donc malgré le fait que ce soit très mince, le procureur a décidé qu'on l'arrête officiellement. Donc il a été officiellement arrêté le 25 mai 2000 et il a été tout de suite mis en examen pour meurtre au premier degré. Alors avant tout, une expertise psychiatrique sera effectuée sur Barry et je vais vous lire en fait l'ensemble de ce qu'ils ont déterminé parce que franchement je suis en train de tourner là, il est tard et je suis complètement fatiguée. Donc je vais vous lire ce que cette expertise psychiatrique a déterminé sur lui. Hold on. Donc ils ont déterminé que Barry était autiste, qu'il souffrait de troubles de la personnalité, de paranoïa, il avait une personnalité antisociale, il était quelqu'un de prétentieux, de narcissique, il était épileptique, il était quelqu'un qui est assez demandeur d'attention et qui avait un QI de 75. Alors son procès aura évidemment lieu mi-2001 et il a été condamné à la prison à perpétuité le 2 juillet 2001. Alors suite à ça, il fera appel 2 fois, mais les 2 appels ne vont faire que confirmer en quelque sorte le verdict du premier procès, mais il ne va pas arrêter de se battre jusqu'en 2007, où au cours de son 3e appel, le juge va lui donner raison. Alors si vous vous demandez évidemment pourquoi la cour d'appel et le juge lui ont donné raison en quelque sorte, en fait ses avocats ont demandé une expertise scientifique en quelque sorte et l'expertise a tout simplement discrédité la preuve qui était la particule dans le sens où ils ont prouvé que cette particule aurait pu se déposer sur sa veste à n'importe quel moment, n'importe quel jour, parce que c'est une particule qu'on retrouvait dans l'air en fait quand tu circules à certains endroits où Barry avait apparemment circulé. Donc
se pose la question de est-ce que l'assassin ou le meurtrier serait passé à ces endroits-là et que son arme aurait été contaminée par quel moyen, voilà, et que la particule a tout simplement été projetée au cours du tir. Enfin, franchement, c'est méga tiré par les cheveux, mais ça a mis un doute irréfutable. Donc, après cet appel-là, les juges ont autorisé un nouveau procès qui a débuté en juillet 2008. Et après 3 semaines de débat, le jury a tout simplement déclaré Barry George non coupable du meurtre de Jill Dando. Il a tout simplement donc été acquitté. Alors après le verdict, certains journaux qui étaient tout simplement en colère parce que évidemment quand il y a un crime, les gens veulent qu'il y ait un coupable, que ce soit la personne qui a commis le crime ou pas. En tout cas, on veut qu'il y ait un coupable. Et ça, je trouve ça vraiment dangereux. Donc, ils étaient furieux et ils vont sortir des articles dès le lendemain, ils vont sortir plein d'articles disant que c'est lui le coupable, c'est lui qui a tué Jill, même si la justice refuse de le voir. Et ils vont énumérer en fait dans leurs articles la liste des crimes qu'il avait commis auparavant. Et Barry ne va pas perdre son temps, dites-vous qu'il ne va pas perdre son temps du tout à les poursuivre en justice. Et au bout d'un moment, ils vont donc négocier avec lui et lui verser une très forte somme d'argent. Afin d'éviter tout simplement un procès et une condamnation pour diffamation. Donc après ça, Barry va tout simplement essayer de poursuivre en justice tout le système judiciaire pour emprisonnement injustifié ou illégal. Mais sa demande sera rejetée. Enfin, je sais pas pourquoi, parce que ils se sont quand même basés sur quelque chose de très mince. Ils ont mal fait leur boulot. Enfin, je pense que le fait d'avoir refusé sa demande, c'était juste pour... je sais pas, mais je ne comprends pas en fait. C'est vous qui avez mal fait votre boulot. Et c'est vous qui lui avez fait perdre, je sais pas, des années en fait de sa vie parce qu'il les a passées en prison quand même. Et vous refusez en fait qu'il demande une compensation, qu'il ait tué Jill ou pas. C'est la question c'est pas là en fait la question. La question c'est tout simplement, vous lui avez fait perdre des années en fait de sa vie alors que vous n'aviez rien en fait pour prouver que c'est lui le meurtrier et que vous avez tout simplement bâclé l'enquête de A à Z. Bref, donc après tout ça, Barry George est passé aux oubliettes. Franchement, j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu. J'aimerais savoir s'il est retourné en prison ou pas, ça ne me choquerait pas du tout. J'aimerais beaucoup en savoir sur sa vie parce que franchement, ce genre de personne est du type méga dégueulasse quoi. Vraiment, hyper giga dégueulasse. Donc après tout ça, ils vont confier l'affaire à des profilers afin de savoir en fait dans quelle direction aller parce que après Barry, ils avaient en fait énormément de pistes. Est-ce que c'est un ex jaloux? Est-ce que voilà, ils avaient énormément de pistes et là les profilers après avoir étudié l'affaire, après avoir étudié tout le dossier, ils vont déterminer que Jill n'avait pas été assassinée par une personne obsédée ou par un ex jaloux en quelque sorte ou autre piste sur lesquelles la police envisageait de travailler, mais que Jill avait été assassinée par un tueur professionnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Franchement, je pense que cette théorie est la meilleure. C'est pour ça que quand j'ai appris que Barry George a été acquitté, ça ne m'a pas du tout choqué. Perso, dès le début de cette affaire, avant que je n'apprenne la fin de l'histoire en quelque sorte, dès que j'ai commencé à lire en fait l'histoire, je me suis dit non, en fait c'est trop beau pour être vrai quoi, c'est vachement trop beau. Enfin, après c'est mon avis mais je sais que j'ai étudié tellement de profils en quelque sorte de tueurs que instinctivement je me suis dit c'est pas lui en fait. Et je penche plutôt du côté de ce que les profilers ont dit, c'est quelqu'un de professionnel. Et j'ai vu en quelque sorte dans cette affaire les mêmes choses que les profilers ont vu, bon, pas dans les détails, mais la manière de faire, c'était trop méthodique en fait pour moi. En fait, pour un stalker,
il aurait agi en mode, vous voyez, oh my god, enfin, il aurait agi d'une manière plus bordélique en fait. Là, c'était trop méthodique pour moi. Et c'est après que les profilers, j'ai lu les détails des profilers, je me suis dit, ouais, ok, je suis pas bête en fait. C'était un peu trop méthodique. Donc je vais vous expliquer les raisons des profilers. Donc le premier argument des profilers était tout simplement le fait que ce n'était pas une personne obsédée ou quelqu'un qu'elle connaissait ou quelqu'un de proche. Donc le premier argument des profilers était tout simplement que ce n'était pas une personne obsédée ou quelqu'un de proche ou un ex ou quelque chose du genre. En tout cas quelqu'un qui la connaissait tout simplement parce que une personne qui la connaissait ne se serait pas autant approché en fait pour lui tirer dessus. Et ça c'est vrai, quand tu connais quelqu'un, tu n'as pas envie de garder cette image de je me suis autant approché de cette personne pour l'assassiner. Généralement quand on connaît les gens, on leur tire dessus mais pas à bout portant en fait. Tirer dessus sur quelqu'un à bout portant, c'est quelque chose de froid, de détaché. Tu ne connais pas la personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième argument des profilers était tout simplement que il faut avoir de l'expérience, il faut être un professionnel pour savoir que en tirant sur quelqu'un à bout portant, vraiment comme Jill a été assassinée, ça a empêché le sang de gicler. Du coup, l'assassin n'aurait pas en fait du sang, ne serait pas éclaboussé de sang sur ses vêtements, ses chaussures, etc. Et ça, quand vous regardez l'affaire, vous vous dites, bah oui, en fait, tu n'as pas envie de marcher dans la rue après avoir assassiné quelqu'un avec du sang sur toi. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc avec ces deux arguments-là, les policiers savaient du coup qu'ils ne recherchaient plus quelqu'un qui était lié d'une manière quelconque à Jill, mais qu'ils recherchaient un tueur professionnel, si bien que leur enquête va les mener en 2012 à un tueur professionnel du nom de Serbian Arkan. Et celui-ci est même devenu l'un des premiers suspects dans le meurtre de Jill Dando. Le problème, c'est que à l'époque où ils sont tombés, à l'époque où il est apparu en fait dans l'enquête, celui-ci était décédé. Donc bref, depuis, il n'y a plus aucune piste dans l'affaire Jill Dando et il s'agit aujourd'hui d'une affaire non résolue qui a été classée depuis pas très longtemps. Donc voilà les amis, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.